Vous écoutez À Fleur de Nez, un podcast signé Fragonard Parfumeur. Je suis Charlotte Urbain et ensemble nous allons explorer les secrets de notre nez. Fils et petit-fils de Grassois, Jean Guichard est né au milieu des champs de roses, de jasmin et de tubéreuses. Ses parents étaient producteurs de fleurs pour l'industrie locale. Parfumeur, il l'est devenu un peu sans le vouloir, à une époque où son avenir professionnel n'était ni un enjeu, ni une préoccupation première. Jean Guichard nous raconte, avec ce délicieux accent du Sud qui chante dans nos oreilles, sa longue et riche carrière. Parfumeur chez Givaudan à partir des années 1980, il est le père créateur de nombreux succès, tels que Loulou de Cacharel, de Ci de là, de Nina Ricci, La Nuit de Paco Rabanne, Obsession de Calvin Klein, ainsi que Soleil, Eau du Bonheur ou encore Beau Gosse chez Fragonard. Pourtant, il se confie avec la modestie de celui qui sait que créer un parfum, c'est une remise en question permanente. L'émotion de l'âge qui vibre dans sa voix, Jean Guichard nous livre, dans ce 8e podcast à Fleur de Nez, un cours magistral de parfumerie. Bonjour Jean Guichard, ça me fait extrêmement plaisir de vous accueillir. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est rigolo parce que en fait, moi j'ai commencé à travailler chez Fragonard il y a presque 10 ans maintenant et la première personne que j'ai rencontrée qui était née, qui était parfumeur, c'était vous. Et à l'époque, j'ai suivi un petit stage de formation à l'école Givaudan. On y reviendra tout à l'heure. Oui, je me souviens, à Argenteuil. À Argenteuil, exactement. Donc ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Jean Guichard, vous êtes parfumeur et je crois bien savoir que vous êtes grassois. Voilà, je suis grassois et je suis grassois. Ma famille est grassoise depuis des générations, aussi bien de mon père, du côté de mon père que de ma mère. Et bon, pas tous, mais à chaque fois, il y a un grassois et un grassois qui est, comme la plupart des grassois, parfumeur. Au sens grassois du terme, c'est-à-dire que à Grasse et parfumeur, tous les gens qui travaillent dans les parfumeries. Donc ma famille était était parfumeur, était à Grasse, mais était pas parfumeur, n'était pas né. Quelle est la différence pour vous? Parce que vous faites une différence du coup entre Ben oui, parfumeur et né. C'est-à-dire que souvent, même dans le public, maintenant les gens connaissent beaucoup mieux ce métier, mais avant, mettons il y a une vingtaine d'années, ils ne connaissaient pas. Quand on disait qu'on était parfumeur, ils pensaient qu'on tenait une parfumerie, qu'on était parfumeur détaillant ou qu'on travaillait dans un magasin de parfums. À Grasse, par contre, tous les gens qui travaillent dans les usines de parfums, on dit qu'ils sont des parfumeurs. Et donc, du côté de mon père, lui, travaillait dans une société grassoise de parfumerie qui s'appelait Robertet, et il faisait le métier traditionnel de Grasse, c'est-à-dire que son métier était d'extraire le parfum des fleurs. Donc, il cultivait aussi il avait des cultures de roses, de jasmin et de verveine. On récoltait les fleurs et on les amenait aux parfumeries. Donc, à l'époque, lui travaillait chez Robertet, donc il les amenait chez Robertet. Et chez Robertet aussi, son rôle, il était directeur de production, c'est-à-dire qu'il faisait les extractions non seulement des fleurs grassoises, mais ensuite de tous les autres végétaux qui peuvent être traités. Parce que, en fait, quand on parle de fleurs, il faut toujours les traiter lorsqu'elles sont fraîches. Donc, les roses, c'est au mois de mai. Ensuite, il y a le jasmin. Ensuite, il y a la tubéreuse. Donc, les usines sont très occupées à partir du mois de mai jusqu'au mois d'octobre. Et après l'hiver, souvent, ils n'ont plus rien à faire. Donc, à ce moment-là, ils traitent des végétaux secs. Donc, ils vont traiter les feuilles de patchouli, ils vont traiter l'encens, ils vont traiter la myrrhe, les épices, les noix muscades, les girofles, et ainsi de suite. Vous en avez des souvenirs? Vous accompagnez votre père très bien, dans ces très usines? bien. Oui, oui. Déjà enfant, pour soi-disant gagner de l'argent,
on cueillait les fleurs, on ramassait avec... moi, j'avais un copain, on ramassait... j'ai toujours des photos. Mon copain aussi est parfumeur à New York. Et on ramassait la rose, on ramassait le jasmin. Et puis après, on pèse les fleurs qu'on ramassait chaque cueilleuse. Chaque cueilleuse les garde précieusement dans un panier ou un ballot. Et on pèse. Et ensuite, elles sont payées au poids. Donc, nous, on faisait pareil. On ramassait quelques fleurs en se bagarrant dans les raies de jasmin. Et puis après, très vite, j'ai fait des stages dans la parfumerie. Mettons, le truc traditionnel, c'est que l'été, on était plutôt attiré par la plage et un peu les boîtes de nuit à Cannes et tout ça. Et puis, au bout d'un moment, les parents disaient, bon, maintenant, ça suffit. Donc, en principe, les fins d'été, on était ouvriers dans des exploitations. Donc, à ce moment-là, très souvent, je suis allé... en Provence, dans la région de Sceaux, dans le Vaucluse, où il y avait des cultures de lavande, de lavandin et tout ça, où les lavandes et lavandins étaient récoltés mécaniquement, mais arrivaient au distilloir dans des camions, et donc il fallait les décharger. Donc tout ça, ça laisse des souvenirs, c'est-à-dire qu'ensuite on se souvient, l'odeur des fleurs est imprégnée en nous. C'est très fort. J'ai visité des distilleries de lavande. Les odeurs sont incroyables. Mais même quand on va chez Robertet, justement, encore aujourd'hui... Voilà. Et après, j'avais fait justement des stages sans savoir véritablement que j'allais devenir parfumeur. Donc chez Robertet, mais plus dans le côté industriel. Et là aussi, à Grasse, ils disent toujours que la meilleure façon de mémoriser une essence et tout ça, c'est de se renverser sur son pantalon. Parce que du coup, vous l'avez pendant des jours et des jours et des jours. Et tout ça, et on n'oublie plus. Quand vous êtes à Grasse, vous êtes enfant, vous naviguez, donc vous avez votre père qui a ses champs, et vous savez déjà que vous allez travailler Non, pas du tout. Pas du tout. Et à quel moment vous vous dites je vais travailler jamais, dans cette jamais, à aucun moment. Jamais. Alors, je ne sais pas. En même temps, je n'avais pas envie de faire autre chose. Vous voyez. Et en fait, je n'ai pas du tout été poussé vers ça. Est-ce que pour mes parents, c'était naturel qu'ensuite je fasse de la parfumerie et tout ça C'était une autre époque aussi, on s'interrogeait moins sur... Ah non, absolument pas. Alors, moi, à mon époque, on ne se faisait absolument aucun souci sur notre avenir. Et en fait... moi, mon ambition, c'était plutôt de rien faire que de faire quoi que ce soit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois la pression qu'on met sur les enfants et tout. Je trouve que ça fait une grosse différence. Ouais. Et à ce moment-là, je ne savais pas très bien quoi faire. Et il y avait une école qui s'ouvrait juste à l'initiative de Guerlain et de deux autres monsieur, qui était l'ISIPCA. Donc moi, quand je suis sorti de l'ISIPCA, je suis rentré chez Robertet, et à ce moment-là, je suis rentré comme, je ne sais pas ce que j'étais, je n'avais même pas le titre d'assistant parfumeur, j'étais un rat de laboratoire. Et vous faites vos premiers parfums ? Alors là, j'apprends, je partage le bureau d'un parfumeur qui est plus âgé que moi, avec qui je m'entends bien. Bon, je suis dans une ambiance bienveillante, ça se passe à peu près bien. Et à ce moment-là, je trouvais que ce métier était bien parce que j'adorais Grasse et que je me voyais bien y vivre. Et à ce moment-là, on me dit, oui, mais... et puis, je n'étais pas sûr de vouloir être parfumeur. Je voulais travailler dans l'industrie du parfum, mais je n'étais pas sûr d'être capable d'être créateur. Et donc... à l'époque, Robertet avait ouvert une filiale à Londres avec un parfumeur qui s'appelait Robert Colkin, qui était un parfumeur important anglais, qui était le parfumeur attitré de Yardley. Yardley, à une époque, avait ses propres laboratoires, comme aujourd'hui ont des maisons comme Chanel, LVMH et tout ça. Et ils fabriquent, ils extraient de la lavande aussi, non? Yardley, ils n'avaient pas des champs de lavande. Ils avaient surtout une très célèbre lavande, qui est la lavande de Yardley, qui était une très belle lavande.
Et oui, Quelle est la différence d'ailleurs entre la lavande de Provence et la lavande de Yardley? alors, la lavande de Yardley, ce qu'on appelle lavande de Yardley, c'est une composition D'accord. qui utilise la lavande et tout ça. Et quand on parle de lavande de Provence, c'est l'essence de lavande. Mm. Mais en Angleterre, il y avait une société qui s'appelait Bushbuck Allen et qui cultivait ses propres lavandes. Je crois que c'était dans le Suffolk. Mais ce qu'ils appelaient lavande, je pense que c'était en fait du lavandin. Parce que vous savez, la lavande, on ne la fait pas pousser n'importe où. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle pousse à une certaine altitude. En dessous, mettons ici à Paris, dans les jardins, ou même à Grasse, dans les jardins, les gens pensent qu'ils ont de la lavande, mais en fait, c'est du lavandin. Le lavandin étant un hybride entre la lavande et une autre variété proche de la lavande qui s'appelle l'aspic. Les odeurs sont proches, mais le lavandin a un côté camphré qui lui est hérité de l'aspic que n'a pas la lavande. Donc vous vous retrouvez en Angleterre. Donc je me retrouve en Angleterre. Donc Robertet avait récupéré ce parfumeur Robert Colkin. Et donc moi j'étais allé en Angleterre pour apprendre avec lui et en même temps apprendre l'anglais. Est-ce que c'est lui qui vous a donné l'envie de devenir parfumeur, créateur? Oui, probablement, mais pas vraiment lui. C'est-à-dire c'est un peu pas le hasard, mais la situation. C'est-à-dire que moi j'étais à fond dans le fait d'essayer de faire des parfums, et puis j'ai commencé à avoir quelques succès, et donc après. En fait, c'est de voir que finalement, ça voilà, plaisait, voilà, c'est ça? C'est le retour voilà, de... Oui, c'est ça. Quel est votre premier succès? Alors, les premiers succès, j'avais fait un parfum avec une société qui s'appelait Taylor of London. Et c'était des fleurs assez simples. Et j'avais gagné quelque chose avec eux. Et puis après, quand j'étais rentré à Grasse au bout des 3 ans, là, j'avais gagné un gros détergent, un peu par hasard, en Allemagne. Voilà, parce que du coup, vous étiez à la fois un parfumeur pour des produits de toilette, oui, à l'époque, chez Robertet, il n'y avait pas de distinction. C'est-à-dire qu'on travaillait un peu sur tous les produits. Sur tous les produits. Et puis surtout, quand vous êtes jeune parfumeur, vous ne faites pas la fine bouche. Vous êtes un des rares parfumeurs, enfin je ne connais pas d'autres parfumeurs qui aient aussi ses propres champs de fleurs. Oui, je crois que je suis le seul. Et en même temps, c'est pas très compliqué. C'était pas très compliqué étant donné que il y avait la terre, il y avait le matériel. Il y avait les gens qui travaillaient et qui avaient le savoir-faire. Donc là, c'était simplement pas perdre ce qui existait. Ce qui existait, voilà. Conserver et le faire vivre, voilà. Tout à fait. Voilà. Et du coup, votre fils Aurélien Guichard est parfumeur. Oui. Moi, j'avais retrouvé un livre dans lequel vous êtes tous les deux, vous et votre fils, qui s'appelle L'herbier parfumé. Ah oui. Dans ce livre, moi, je me suis amusée parce qu'en fait, chaque fleur est associée à un parfumeur. Oui, vous nous avez demandé de parler d'une fleur. D'une fleur, Moi, si je me souviens bien, j'avais choisi l'ylang-ylang. C'est ça, vous avez choisi l'ylang-ylang et votre fils la tubéreuse. Ah oui. Et je trouvais ça amusant parce que c'est 2 fleurs d'abord très puissantes. En parfumerie, c'est 2 fleurs blanches très très puissantes, très odorantes, très connotées féminines, sensuelles. Et j'ai un souvenir assez prégnant lors de ce stage que j'ai fait à l'école Givaudan à vos côtés, c'est que vous m'aviez fait sentir, ou nous aviez fait sentir Fracas de Piguet, qui est un parfum autour de la tubéreuse. Oui. Et je découvrais cette fleur, en fait, personnellement, je ne connaissais pas. Je le sens encore, ce parfum, Fracas de Piguet. Vous l'aviez très bien décrit à l'époque, vous l'aimiez beaucoup, je crois, ce parfum. Oui. C'est un parfumeur qui avait énormément de talent, qui s'appelait Germaine Cellier, qui l'avait fait. Une des premières parfumeurs femmes. Oui. Hein. Et vraiment un très grand parfumeur, une des premières parfumeurs femmes et toujours un des plus grands parfumeurs qui a existé. Et elle disait que le parfum, ça ne s'apprenait pas. Ah, c'est étonnant. Ouais. Elle n'avait pas le côté scientifique, justement. Elle a une approche plutôt artistique, je crois elle intuitive. Était contre tout ce qu'on pouvait apprendre qui pouvait paraître comme une recette.
Elle disait que ça se faisait à l'instinct et tout ça. Et c'est pour ça qu'elle est arrivée à faire des parfums qui sont aujourd'hui, et après elle, pratiquement personne n'osait les dosages qu'elle faisait et ça fonctionnait bien, quoi. Voilà. Donc pour moi, ça a toujours été les deux jalons dans l'apprentissage du parfum. C'est bien d'apprendre les choses, mais en même temps, faut se sentir libre il de... faut avoir le côté créatif. Et à force de trop éduquer les gens, leur dire bon ben ça, voilà, en principe, on peut pas on mélanger. peut pas les mélanger, ça se fait pas, ici et ça. À mon avis, quand on veut guider des jeunes parfumeurs et tout ça, il faut donner son avis, mais pas l'imposer. Il faut suivre. Il faut savoir suivre son instinct et son envie. Ouais. Et justement, alors, l'école Givaudan, vous la dirigez de 2004, alors je ne sais plus jusqu'à quelle année. Alors là, les dates, je ne me souviens plus très bien, mais j'ai dû la diriger pendant au moins une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Ouais. Comment enseigne-t-on la parfumerie ? Alors, c'est la technique, c'est-à-dire qu'il faut qu'on explique aux gens les odeurs, expliquer que ces odeurs, c'est très compliqué, il y en a plusieurs milliers, mais quand même, on peut les classifier, comme on peut classifier aussi les couleurs. C'est-à-dire qu'on leur apprend les grandes familles olfactives, les notes hespéridées, les notes épicées, les notes boisées, les notes florales, et ainsi de suite. Et puis après, on leur apprend qu'à l'intérieur de ces familles, il y a des sous-familles. Des sous-familles et tout ça. Et donc, il faut que... donc, en fait, on leur apprend à réfléchir. Un parfumeur, quand vous lui donnez une matière première, il ne va pas vous dire immédiatement ce que c'est. Il va dire, bon, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un produit naturel ou un produit synthétique ? Bon, ça m'a l'air assez complexe, c'est presque comme une composition, donc c'est un produit naturel. Ensuite, est-ce que c'est une note hespéridée ? Est-ce que c'est une note florale ? Est-ce que c'est une note boisée ? Je crois que c'est une note hespéridée. Et dans les notes hespéridées, maintenant, qu'est-ce que j'ai ? J'ai le citron, j'ai l'orange, j'ai la mandarine. Vous dites donc, ça, c'est certainement pas... Et il faut ensuite que vous ayez vos propres repères. Le citron, qu'est-ce que ça vous rappelle ? Ça vous rappelle le pec-vaisselle, ça vous rappelle... Ça, c'est quelque chose que j'ai retenu, ça, justement. C'est ce qui se passe dans la tête d'un parfumeur. C'est-à-dire que les gens pensent que ça vient immédiatement. Ça peut venir immédiatement. Mais en fait, si ça ne vient pas immédiatement, quand vous faites ce truc-là, vous y arrivez. Mais par contre, il faut le répéter. Et c'est pour ça que le métier de parfumeur est très long à apprendre. Bon, l'école de parfumerie, ça dure 3 ans. Et quand les élèves sortent de l'école de parfumerie, tout ça, ils ne sont pas parfumeurs, ils sont jeunes parfumeurs. Et donc, il faut d'abord apprendre cette technique, parce que même si quelqu'un est extrêmement doué, s'il n'a pas cette technique, il ne va pas pouvoir exprimer ce qu'il veut exprimer. Et après, il faut laisser les gens, une fois qu'ils savent, qu'ils arrivent plus ou moins à faire ce qu'ils ont imaginé, il faut leur dire, moi je vois les élèves, les jeunes parfumeurs, ils venaient souvent me voir en me disant, qu'est-ce que tu en penses ? Je disais, déjà, qu'est-ce que tu as voulu faire ? Voilà. Et puis, est-ce que ça te plaît ? C'est surtout ça. Comment on peut définir un bon parfumeur ? C'est quelqu'un qui traduit en fait son époque en termes de parfum. C'est-à-dire qu'un bon parfumeur d'il y a 20 ans, qui n'aurait pas évolué, il ne serait pas un bon parfumeur aujourd'hui. C'est quelqu'un, c'est comme les autres artistes, c'est quelqu'un qui vit avec son époque et qui, quelque part, a la faculté d'être un peu en avance sur son époque et donc qui va créer ce que vont vouloir les consommateurs. Mais il ne faut pas qu'il soit trop en avance aussi. Quelqu'un génial qui imaginerait aujourd'hui ce qui va se vendre dans 20 ans, ça ne va pas fonctionner. C'est-à-dire qu'il ne va pas trouver, il va pas trouver son public. Donc c'est assez simple. Il faut des gens qui vivent là où se passent les choses. C'est pour ça que les créateurs, ils sont ici à Paris, ils sont à New York. Et c'est très difficile d'avoir des grands créateurs, sauf en fin de carrière, qui sont à la campagne, ne serait-ce qu'à Grasse. Si vous voulez, c'est difficile. Il faut... maintenant, les choses évoluent, mais quand même, si vous voulez, c'est en allant au théâtre, c'est en s'intéressant à la musique, c'est en s'intéressant au cinéma, c'est en s'intéressant à la peinture. Et puis, moi, il y a
deux tableaux, je trouve, qui m'ont toujours décrit le parfumeur. Topor, vous voyez Topor, c'est un dessinateur. Et il avait fait un visage avec le nez, au lieu de le nez soit là, il avait fait sur le front. Le nez était sur le front. Ouais. Ouais. C'était ça, et l'autre aussi, mais au niveau du cerveau, en voilà, fait. Exactement. C'est-à-dire que les gens, quand on dit en nez, moi tout à l'heure je vous parlais de nez et tout ça, en fait, si vous voulez, le nez, c'est juste l'outil qui va nous servir à percevoir les odeurs. Par contre, le parfum, vous ne le créez pas avec votre nez, vous le créez avec votre cerveau. Et si c'était le nez qui faisait les parfums, les chiens le feraient beaucoup mieux que nous, parce qu'ils ont un nez beaucoup plus développé. Et l'autre tableau aussi qui décrit le parfumeur, mais qui, à mon avis, décrit beaucoup les artistes et qui correspond à ce que j'essayais de vous expliquer, c'est un tableau de Magritte où on voit un peintre qui peint un oiseau. L'oiseau vole et ce qu'il regarde, c'est des œufs. C'est-à-dire qu'il regarde les œufs et il peint l'oiseau. Oui. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est constater la réalité et imaginer le futur. Avec toute votre longue carrière, vous avez vu le métier de parfumeur évoluer énormément. Ah, oui. Alors, entre le moment où vous avez commencé, mais... Le temps où je l'ai fait, comme je faisais partie de l'évolution, je ne l'ai pas très bien vu. Mais là, maintenant, je suis plutôt parfumeur retraité que parfumeur au quotidien. Mais producteur de fleurs. Retourner vers les bases du métier. Je vois avec mon fils, c'est énorme combien ça a évolué. Mais tout a évolué. Vous regardez maintenant, il y a plein de marques niches. Autrefois... les parfumeurs travaillaient dans l'ombre. Ils étaient peu connus. Oui, mais là, ça commençait, à mon époque, ça commençait aussi à être un peu plus visuel. Mais auparavant, les gens, c'est vrai, pensaient que Saint-Laurent faisait ses propres parfums. Vous voyez, ils ne savaient pas que derrière, il y avait un parfumeur qui avait fait le parfum. Oui, ça a énormément évolué. En bien, pour vous ? Oui, toute évolution est bien. Mais mettons une autre évolution et puis c'est bien parce que si ça évoluait pas, ça serait ennuyeux. Et les jeunes parfumeurs, et c'est ça le côté créatif, c'est pas vivre avec les trucs du passé, c'est voir ce qui est possible de faire aujourd'hui et créer avec ce qui est possible, et c'est ça qui fait évoluer la parfumerie. Vous voyez, même tout ce qui est législation, mettons à un moment, la mousse de chêne qui était la base des chypres avait été interdite. Alors là, c'était une grande partie des parfums. Voilà, des parfums. Et il y a des parfumeurs qui ont eu l'idée de faire un chypre sans mousse, en utilisant du patchouli à la place de la mousse, et ça a fait le grand succès, comme le Narciso Rodriguez, vous voyez, je veux dire. Et probablement, s'il n'y avait pas eu l'interdiction, ça ne se serait pas fait, et le génie du parfumeur, ça a été justement, au lieu de pleurer sur la mousse, de trouver une solution. Une alternative. Mais je veux dire, même de votre côté, du côté marque et tout ça, ça a énormément évolué. Les gens avant moi, ou même depuis le 1930 et tout ça, en fait, qu'est-ce qui lançait des parfums, c'était les couturiers. Aujourd'hui, des couturiers, il n'y en a plus. Il n'y en a plus des jeunes couturiers où ils sont, c'est pas les stars que c'était avant. Et donc, la créativité, elle est passée justement dans d'autres gens qui prennent d'autres initiatives, vous voyez. Oui, tout à l'heure, vous parliez des tableaux qui vous ont inspiré, Magritte. C'est important pour vous, les sources d'inspiration pour créer un parfum? Oui, il y a plein de choses qui peuvent inspirer. Puis, ça dépend de la sensibilité des gens, parce que je suis pas spécialement connaisseur en peinture. Bon, j'ai une femme qui est sculpteur qui m'a souvent traîné dans des expositions, donc à force, mais c'est très basique, vous voyez, ça peut être ça peut être, je suis pas très sensible à la musique, mais pourquoi pas, ça peut être des mots, ça peut être des paysages, ça peut être des gens aussi, souvent. Parce que vous traduisez des sentiments, des émotions, Oui, c'est ça, en odeur. Exactement, Un parfumeur, comme un artiste, va traduire dans une sculpture
Mais voyez, même dans le travail et tout ça, les sculpteurs, souvent, il y a des gens qui disent, bon, moi j'aime bien travailler la terre, parce que donc, quand vous faites ça, vous rajoutez des choses, vous voyez. Et après, quand vous êtes, mettons, sculpteur sur marbre, vous partez d'un bloc et vous enlevez, vous voyez. Donc, c'est deux trucs différents. Et dans la parfumerie, il y a ça aussi, c'est-à-dire que autant c'est facile de rajouter, de rajouter, de rajouter, de rajouter, mais après, ce qui est difficile, c'est de le remettre en question et de dire, bon, là, il y a trop de trucs, ça, c'est pas clair, ça fait une soupe et dans le fait. Donc, c'est un peu les mêmes choses. On a les mêmes mécanismes. Alors moi, je me souviens, pendant le stage de parfumerie, vous nous appreniez à sentir. Donc, on avait tout un un panel d'odeurs à sentir. Et pour les retenir, vous nous disiez d'associer à chaque odeur un moment, un souvenir. Et oui, oui, c'est ça. Ben, à ce moment-là, vous l'oubliez plus. Vous voyez, mettons, quand vous sentez, je ne sais pas, une menthe et que ça vous rappelle votre dentifrice ou quelque chose, ça devient inoubliable. Mais ça, là encore, vous Ça, pouvez c'est une pas. technique de parfumeur pour Oui, retenir. oui, oui, il faut développer sa mémoire olfactive. Et donc, la mémoire olfactive, c'est ça, c'est aller retrouver dans ce qu'on a vécu des repères. Et ça, vous ne pouvez pas les imposer. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, bon, écoute, voilà, ça sent ça et tout. Parce que ce que vous allez lui dire, ça correspond à ce que vous avez perçu. Et lui, s'il n'est pas de la même culture, s'il n'a pas mangé les mêmes choses et tout ça, ça ne va pas lui parler. Donc, il faut qu'il trouve ses propres repères. Ses propres repères qui souvent sont liés à notre passé, donc forcément Oui, à l'enfance, à l'enfant, obligatoirement. exactement. Mais aussi bien dans les bonnes que les mauvaises odeurs. Mhm. Et des choses. Alors, il y a cette question un peu mythologique: jusqu'à combien d'odeurs l'homme ou le parfumeur, alors, le parfumeur entraîné, va apprendre à retenir un certain nombre d'odeurs? Alors, là Est-ce encore, et c'est là où souvent on n'est pas bien d'accord quand on parle de parfumeur, créateur Mm. et de nez. C'est pas ce qui a le plus important. C'est pas le parfumeur qui connaîtrait le plus d'odeurs qui serait le meilleur parfumeur. Vous voyez, c'est un peu comme un écrivain. C'est pas celui qui a le meilleur vocabulaire Mm. qui obligatoirement va Transcrire le mieux le mieux les choses. Donc, il y a une multitude d'odeurs. Il y en a plus de 3000 matières premières qu'on puisse utiliser, mais même beaucoup plus que 3000 ou 3500. Mais par contre, il ne faut pas croire qu'on va toutes les utiliser. C'est-à-dire que très vite, le parfumeur va faire sa palette. C'est-à-dire qu'il va choisir, un peu comme dans le vocabulaire, on n'utilise pas tous les mots du dictionnaire. Vous voyez. Donc là, pareil, il va choisir les matières qu'il aime et tout ça, et il va utiliser celles-ci. Donc c'est pour ça que souvent aussi... Il y a une signature olfactive. Voilà, la signature olfactive. Alors la signature olfactive, elle est dans ce choix justement des matières premières qu'il a l'habitude d'utiliser. Elle est aussi dans le style, parce que là aussi, vous pouvez avoir des gens qui font des formules très très longues, des formules alambiquées, et d'autres qui vont faire des choses très courtes. Donc ça aussi, c'était quelque chose à l'époque où on travaillait pour les couturiers, qui était important, c'est-à-dire que le style de parfum que vous faisiez, je ne sais pas, pour Lacroix, n'était certainement pas le même que ce que vous allez faire pour Issey Miyake. Donc là, c'était très vite, il y avait aussi... Mais encore comme les écrivains, hein, vous avez des gens qui, en une phrase, arrivent à transcrire quelque chose, et après, il y a des grands écrivains comme Jonot, vous lisez, et puis vous dites, bon, qu'est-ce que je suis en train de lire? Je suis en train de m'endormir, je tourne la page et je repars au début de la phrase et tout. Et pourtant, il y a un imaginaire fantastique, il y a une créativité extraordinaire. Ça peut correspondre aussi à un moment de vie. C'est-à-dire que, parce que là, quand vous parliez, je pensais à deux parfums que vous avez créés pour Fragonard. Soleil, qui est un parfum très floral, très féminin, mais que vous avez créé il y a longtemps, en Je crois que c'est le 97. premier que j'ai fait. C'est le premier, il me semble aussi. En 87 97. 17, oui, j'aurais dit 2000. Ouais. Et c'est un parfum très, très, très capiteux presque, hein, très floral. Ouais. Les parfums, vous parliez de moments de vie, c'est tous des moments de vie. C'est beaucoup de travail et ça ne se fait pas rapidement. Donc en fait, sur chaque parfum, pour nous, ça nous replonge dans une année de travail avec des événements ou des
choses comme ça. Outre Fragonard, j'ai beaucoup travaillé pour Nina Ricci, j'ai beaucoup travaillé pour Cacharel. Et après, l'autre jour, j'en discutais justement avec un journaliste et il me disait, mais c'est quand même des univers qui ne sont pas très différents. Vous voyez. Mais ça ne se fait pas volontairement. Volontairement, oui. Voilà. Mais je pense qu'aussi le fait de... Alors, je ne sais pas, je vous associe aux fleurs parce qu'il y a ce côté grassois, donc c'est facile, évidemment, producteur de fleurs, mais est-ce que des matières premières peuvent aussi influencer votre... Vous avez aimé tourner autour de certaines matières premières? Est-ce qu'il y avait certaines matières premières qui étaient un peu récurrentes dans votre palette? Oui, mais après, il fallait des fois s'interdire. Mettons, il y a des matières premières qui ont été tellement utilisées que... ça, je l'avais appris, c'était un jeune parfumeur qui me l'avait appris. Mettons, à une époque, suite à l'eau sauvage, il y avait l'édione. L'édione, je ne sais pas, c'est une matière première qu'on trouve proche d'un composant du jasmin, le dihydrojasmonate de méthyle, et qui a été utilisé à un moment dans tous les parfums. Et moi, j'écoutais souvent, justement, en formant non pas des jeunes parfumeurs, mais des clients. J'entendais des gens ou des amis de ma femme qui disaient « Ah oui, mais maintenant, tout sent un peu pareil et tout ça. » Alors, je disais « Bon, ça exagère et tout. » Et en fait, je crois que j'avais compris que c'était l'utilisation de ces matières premières à succès et tout ça, souvent poussées par les panel tests, parce que énormément de parfums aujourd'hui des grandes marques sont choisis à l'issue de tests consommateurs. Et on dit que souvent les consommateurs, ils vont choisir quelque chose qui leur est familier. Une grande nouveauté, ça va les apeurer et tout ça, alors que si ça leur rappelle un parfum qu'ils ont porté et tout ça, ça va être quelque chose de familier, ils vont aimer. Et un jour, j'avais rencontré un tout jeune parfumeur et il m'avait dit, moi je me fixe comme règle de ne pas utiliser justement cette édione et tout ça parce que tout le monde l'utilise. Je crois que ça, c'était un bon challenge. Un bon challenge. Et à force d'entraîner son nez, d'être toute la journée à sentir, j'imagine qu'on développe. Le nez sent mieux. Et est-ce qu'il sent trop parfois? Pas du tout. Parce que les odeurs, les gens pensent, quand on parle d'odeur, on pense agrément avec des bonnes odeurs. En fait, les mauvaises odeurs sont aussi intéressantes. Et d'ailleurs, pour faire un parfum, quand vous sentez nos matières premières, elles ne sentent pas toutes très bon. Hein. Et on dit que si vous additionnez des jolies matières premières une à une, vous allez faire quelque chose de peut-être un peu insipide, sans beaucoup de caractère. Et souvent, les grands parfums sont justement avec quelque chose un peu discordant au milieu qui fait que ça fait la différence et qu'on les repère. C'est un peu comme les personnalités. Vous savez, il y a des gens qui sont parfaits, mais qui sont d'un ennui... mortel. Mortel, voilà. C'est le talent du parfumeur, du nez. Est-ce qu'il y a une matière première que vous n'avez pas réussi à dompter? Ah ouais, il n'y en a pas une, il y en a 3000. Hein, je n'ai rien dompté du tout. Non, sûr. Vous avez l'impression que c'est possible de réinventer, bien sûr. De ne pas avoir fait le tour, en fait, de certaines matières premières? Ah, bien sûr. Après toute votre longue carrière et toutes les créations. Non, mais après les associations, vous vous rendez compte, toutes les possibilités. C'est infini. Infini. Merci beaucoup, Jean Guichard. Merci pour ce moment. Merci à vous. Après ce cours de parfumerie pendant lequel Jean Guichard nous a partagé ses souvenirs personnels et ses talents de pédagogue, je vous retrouve, chers auditeurs, le mois prochain avec un nouveau podcast très différent. Je ferai appel à votre imaginaire et vos souvenirs d'enfance. Alors n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker et de partager à fleur de nez. À très très bientôt.